Salut, bienvenue dans La Pause Enchantée, le podcast qui met une bonne dose de magie dans ton quotidien. Et aujourd'hui, nous allons vivre un moment d'anthologie, un épisode que je n'aurais jamais imaginé tourner et, je peux même vous le dire, c'est un rêve qui se réalise un peu pour moi. Restez connectés car cet épisode de La Pause Enchantée promet d'être riche en révélations. Si vous me suivez sur Pixitubeuse ou sur La Pause Enchantée depuis quelques temps, vous n'avez pas pu passer à côté de mon amour pour les livres Disney. Depuis toujours, ou presque, je suis passionnée par les art-of qui nous montrent les coulisses des attractions, retracent l'histoire des parcs ou du studio et nous dévoilent tout le travail qui se cache derrière ces éléments Disney que l'on aime tant. Ne l'oublions pas, les décors, les spectacles, tous les éléments qui nous vendent du rêve sont conçus par des personnes de talent qui passent de nombreuses années à fabriquer de la magie. Aujourd'hui, j'ai donc la chance d'enregistrer ce podcast avec Mathias Dugoujon et Jérémy Noyer, les deux plumes qui se cachent derrière la conception de tous les livres sur Disneyland Paris. Nous allons plonger avec ce binôme dans les coulisses de la création des livres sortis sur le parc ces 10 dernières années et découvrir leurs anecdotes. Après avoir écouté ce podcast, vous saurez tout sur la création de ces ouvrages dont chaque œuvre est encore meilleure que la précédente. Ce podcast sera également l'occasion de parler du Art of Disneyland Paris, sorti le 5 juillet dernier à l'occasion des 30 ans du parc et que j'ai déjà hâte de pouvoir me procurer. Je lance le jingle et on est parti! Bonjour Mathias, bonjour Jérémy. Bonjour Aurore. Bonjour. Tout d'abord, c'est un énorme honneur pour moi de vous avoir dans la pause enchantée aujourd'hui, donc un grand merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose un petit jeu. C'est une tradition sur le podcast. C'est 5 questions pour apprendre à mieux vous connaître. Vous êtes prêts ? Ok, oui. Alors, on va commencer simple. La musique Disney qui ne quittera jamais votre playlist. Le bossu de Notre-Dame. Laquelle ? Ce début avec les cloches et les premiers accords qui immédiatement m'a mis les poils et m'a fait monter les larmes aux yeux dès que j'ai découvert le film. C'est un très bon choix de Jérémy parce que c'est vrai que ce moment-là est un de mes préférés du film aussi. Alors, j'aurais pu citer le bossu aussi. Non, je vais être un petit peu plus niche, on va dire. La musique de Illuminations à Epcot, qui a joué entre 2000 et 2019, je crois, juste avant le Covid, quand le show s'est arrêté. Voilà, pour moi, c'est une des plus belles partitions de spectacle nocturne Disney ou spectacle Disney tout court, vraiment original, qui a rien à voir avec les films. Je l'ai écouté des centaines de fois et je pense que je m'en laisserai. Même si le show n'existe plus, je m'en laisserai jamais. L'attraction Disney que vous aimeriez voir déclinée en film ? Moi, je pense qu'il y aurait du potentiel sur la Tour de la Terreur. Alors, il y avait un projet qui avait été annoncé avec Scarlett Johansson. Big Thunder Mountain aussi me tente très bien. Je pense que Haunted Mansion pourrait faire un très bon film. Il y a déjà eu un film, on va me dire, mais c'est pas tout à fait ce que moi j'aurais voulu voir à l'écran. Donc, j'ai bon espoir pour le futur film qui a été annoncé aussi sur le sujet. Mais voilà pour moi les 3. Je rejoins Mathias sur BTM, absolument. Et avoir quelque chose sur Space Mountain, ça serait pas mal aussi. Ah bah c'est des univers qui peuvent totalement être exploités, on est bien d'accord. Le livre Disney dont vous ne vous lasserez jamais. J'ai un livre, c'est vraiment pour la beauté des images. Il date de 82. C'est vraiment un gros livre art of sur Epcot. Et je l'ai pas acheté à l'époque, puisqu'à l'époque j'avais 2 ans, mais je l'ai trouvé sur eBay il y a quelques années maintenant. Et c'est vraiment le livre à l'ancienne. Il est énorme. Les peintures sont en pleine page. Ça sent le vieux papier de l'époque avec la bonne impression, la bonne encre et tout séché. Et voilà, je l'ai déjà lu plusieurs fois, mais c'est vrai que ce côté années 80, c'est pas que c'est politiquement incorrect, c'est que ces livres-là dans les années 80 sont pas écrits comme aujourd'hui. Et donc c'est vrai que c'est un livre un peu à cœur ouvert sur comment on a créé le parc avec la vision de l'époque, ces vieux concept art, les projets de demain qui certains n'ont pas eu lieu, d'autres ont eu lieu. Je m'en lasserai pas, mais il pourrait y en avoir plein d'autres. Je donne cet exemple-là parmi d'autres. Pour ma part, je dirais The Magic Kingdom de Stephen Watts. C'est un gros pavé qui a été écrit par un sociologue américain. Une des multiples biographies de Walt Disney. Et ce que je trouve formidable dedans, c'est que non seulement c'est factuel, c'est assez bien renseigné du point de vue justement historique, mais en même temps, il y a une vraie analyse des œuvres sur le plan culturel, sur le plan sociologique. Et ça fait partie des ouvrages qui m'ont donné envie d'aller plus loin et vraiment de m'intéresser au-delà de la personnalité de
de Walt Disney, de voir toute son œuvre comme une œuvre d'un haut niveau culturel, comme je disais, sociologique, philosophique, etc. Il y a une très très belle analyse là-dedans. Et je me replonge régulièrement dedans pour me ressourcer et me donner encore envie de continuer, d'aller plus loin. Ok, 2 beaux livres à ajouter à ma wishlist du coup. Si une attraction Disney était un lieu de vie, laquelle choisiriez-vous pour y habiter? Moi, j'ai toujours eu envie d'habiter dans Main Street. Donc, c'est pas une attraction, mais c'est vrai que surtout le soir, quand le land prend vie et qu'il y a ces bruitages derrière les fenêtres, où on imagine aisément les gens qui habitent là, au-dessus du restaurant ou le dentiste. Moi, c'est vrai que d'avoir mon petit appartement comme Walt Disney, c'est-à-dire au-dessus du City Hall, sur Times Square, j'aurais adoré. En plus, une époque que j'aime beaucoup. Même s'il y a une espèce de nostalgie évidemment qui est romancée, mais voilà, je me verrais bien vivre dans cet univers. Je suis complètement d'accord avec Mathias. Je préciserai juste, c'est vraiment le Main Street de Disneyland Paris qui est, à mon sens, le plus abouti au niveau de l'architecture, au niveau de la décoration, de l'aspect historique. Je rajouterai aussi, de par mon expérience, de par la musique qu'on y entend, c'est vraiment ultra immersif et c'est vraiment un régal. Donc, oui, je dirais aussi Main Street, j'aimerais bien y habiter. Vous seriez voisins, quoi. Voilà, exactement. Ça nous aiderait à travailler encore plus efficacement. Et du coup, dernière petite question du même type, qui est pas la plus simple, je vous préviens. Si vous aviez l'occasion d'interagir avec Walt Disney, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Merci. Oui, c'est si simple, c'est si facile. Mais c'est vrai que c'est marrant cette question parce que je me suis déjà posé la question très souvent. Je prends la question un peu à l'envers. J'adorerais en fait prendre une machine à voyager dans le temps, une DeLorean, aller à Disneyland dans les années 50 et le croiser comme les guests le faisaient au détour de, soit sur son banc, soit le croiser au détour d'un land, le voir faire It's a Small World. Il y a des photos qui existent. Enfin voilà, il fait des attractions. Peut-être pouvoir lui parler de façon assez casual. J'avoue que ce serait un peu compliqué pour moi là si je le croisais de qu'est-ce que je lui dirais à part merci comme dit Jérémy. Ou alors est-ce que tu aurais imaginé tout ça? Est-ce que tout ce qu'est la Walt Disney Company aujourd'hui, qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que je peux te montrer les autres parcs? Est-ce qu'on peut aller voir les autres parcs ensemble? Voilà. Faisons un tour du monde. Voilà. Que ce soit Mathias ou moi, on aurait été extrêmement intimidés. Mais par contre, pour en avoir discuté avec des gens qui l'ont connu, je ferais confiance un petit peu dans la mesure où c'était quelqu'un, a priori, qui lançait lui-même les conversations. A priori, il n'y avait qu'à se laisser porter et la conversation partirait d'elle-même. Ça devait être incroyable de pouvoir échanger avec lui. Après ça, je vous propose du coup de revenir aux bases de ce qui nous intéresse et de commencer par une question qui semble quand même assez importante. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas encore? Je suis un auteur indépendant qui travaille régulièrement avec Disneyland Paris, mais également pour d'autres éditeurs, je dirais, notamment sous l'angle de l'histoire Disney. Et j'ai fait quelques petits projets pour Hachette, comme la collection des figurines avec Christian Renaud, la collection Mickey, Donald et compagnie, j'ai fait avec Adrien Miqueux et Rodolphe Massé. Donc voilà, ça fait quelques petits projets sympas que j'ai fait comme ça. Et puis je suis aussi enseignant et musicien. Et de mon côté, je travaille à Disneyland Paris. Ça fait 15 ans de façon permanente. Et si je remonte à quand j'ai commencé à Disneyland Paris, c'était juste après le bac. Donc ça remonte. Je travaille plus précisément, moi je suis à la communication institutionnelle depuis une douzaine d'années. J'ai travaillé sur les parcs avant, j'ai travaillé en opération, en attraction, j'ai fait l'ouverture de la Tour de la Terreur. J'ai encore ma petite photo dans la file d'attente, dans le couloir de sortie. Si les gens regardent bien, il y a une petite photo avec beaucoup de grooms. Je suis dessus, parmi les props. Et après, j'ai travaillé à City Hall. Je travaillais en restauration, donc enfin j'ai fait pas mal d'années sur les parcs. Puis après je suis passé voilà en fonction support, donc au niveau de la communication. Je m'occupe principalement de la communication digitale vers les fans de Disneyland Paris, donc via les communautés online et autres influenceurs Disneyland Paris, que nous on appelle plutôt les experts de Disneyland Paris. Donc le programme Insiders pour ceux qui éventuellement connaissent, c'est aussi dans mon équipe. Et par cette dimension très passionnée, très institutionnelle qui inclut tout ce qui est héritage et historique, j'en suis venu à décliner pas mal de contenu sur sur l'histoire de l'entreprise, sur notre héritage, sur nos histoires, nos coulisses, que ce soit dans des documentaires en vidéo, que ce soit dans des livres, que ce soit dans des articles sur internet. Donc voilà, c'est une des dimensions de mon travail.
Comment est-ce que vous en êtes venus à travailler ensemble sur les livres de Disneyland Paris? Jérémy donc travaillait sur un de ses livres qui s'appelle Entretien avec un empire, qui était une succession d'interviews d'artistes mais de la maison, donc de Disney ou de Disneyland Paris. Et j'étais depuis peu, je crois, à la communication à cette époque-là, et ça a été mon interlocuteur pour l'aider en tout cas à contacter les bonnes personnes, à valider certains textes. Donc on a été en contact comme ça. Et Jérémy, je te laisserai compléter si tu veux, parce que ma mémoire de cette époque-là, maintenant ça date d'il y a plus de 10 ans, commence un tout petit peu à flancher. Mais on s'est rencontrés comme ça. Moi, bien sûr, je lisais déjà Jérémy parce qu'il avait aussi un blog avec ses interviews d'artistes qui était fabuleux et qui l'est toujours, très très complet. J'aimais beaucoup sa plume. Et puis, du coup, on en parlera après, sans doute, mais quand on a validé l'idée d'un livre pour le 20e anniversaire, du coup, j'ai contacté Jérémy pour qu'on fasse équipe sur ce livre. Pour compléter, je dirais que Entretien avec un empire, c'est donc une compilation d'entretiens que j'avais fait dans le cadre d'un magazine de musique de film et musique de parc qui s'appelait Cinéphonia, pour lequel j'avais travaillé dans les années 2000. Et j'avais été contacté par Sébastien Roffa de l'Harmattan, qui avait été au courant de ces interviews et puis du blog aussi Media Magic, et qui m'a proposé de les compiler sous forme de livres pour son éditeur l'Harmattan. Et c'est comme ça que sont nés les 3 volumes. Il y a 2 volumes sur les grands classiques de l'animation et le 3e est sur Disney. Et j'avais donc interviewé pas mal de monde, des Imagineers par exemple, des compositeurs, mais il me manquait encore certains noms pour vraiment proposer un livre complet. Et c'est comme ça que je me suis tourné vers Mathias pour lui demander de m'aider à contacter les bonnes personnes et pouvoir vraiment faire en sorte que le livre soit complet. Et du coup, c'est comme ça qu'est née votre collaboration avec le fameux livre des 20 ans. Tout à fait. Et plus qu'une collaboration, une vraie belle amitié. On a toujours travaillé ensemble sur ces projets de livres. Il n'y a pas eu d'autres plumes, sauf peut-être des cas hyper rares. Mais voilà, c'est en tout cas ce plaisir qu'on a de se retrouver sur chaque projet, au-delà de se dire on doit faire un livre pour Disneyland Paris. C'est aussi l'occasion de se retrouver et de travailler ensemble. Donc c'est toujours un grand plaisir. C'est une amitié personnelle et professionnelle du coup. Absolument. Ouais. Avant ce livre des 20 ans, il y avait déjà des livres Disneyland Paris? Donc il y a eu des livres sur Disneyland Paris. On n'avait pas, en 2012, c'était l'époque du livre des 20 ans, il n'y avait pas depuis pas mal de temps de livres dédiés à Disneyland Paris qui étaient en boutique. On parlait de Disneyland Paris dans des livres Imagineering aux États-Unis, donc beaucoup en anglais. On a vu un livre qui est un livre référence pour beaucoup de fans, qui s'appelait Disneyland Paris de l'esquisse à la création, qui était sorti en 2002 pour les 10 ans du parc Disneyland. Donc il avait été écrit, édité vraiment par un tiers en extérieur, donc Alain Litaille et Didier Guèze, qui avaient réussi à le faire vendre dans le parc, mais c'était pas un livre produit par le parc. Il a été en vente comme ça pendant plusieurs années, mais en 2012 il l'était plus, et donc ça faisait quand même pas mal de temps qu'il n'y avait pas eu de livre dédié, hors bien sûr le livre au souvenir du parc. Je crois qu'il y avait un livre Euro Disney de mémoire, un guide. Oui, c'était un guide. Alors c'est ça, c'est un livre au souvenir avec la couverture violette. Il y avait aussi un guide Hachette, il y avait des guides souvenirs en fait, il y avait les guides touristiques, mais il n'y avait pas de beaux livres ou de livres dédiés. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus, si vous avez gardé des souvenirs de cette première création ensemble? Donc pour ma part, parce que forcément Jérémy l'a vécu différemment, moi de mon côté, on se lance dans le grand bain. C'est-à-dire que c'était mon premier livre. J'étais à la com depuis 1 an, quand on a commencé à ce projet-là. Je collectionnais beaucoup de livres Disney, j'en avais beaucoup. J'aurais rêvé d'avoir le mien un jour, mais en fait c'est vraiment venu par chance, ce projet-là. Je l'ai proposé à l'époque à mon management. Il y avait un anniversaire, il n'y avait pas eu de livre historique sur le parc. Est-ce qu'on peut en faire un? J'ai eu la chance qu'on me donne ma chance, qu'on me dise go, allons-y. Mais en fait, je ne savais absolument pas comment ça fonctionnait. Après, le souvenir, c'est vraiment ce souvenir de la première fois, un peu où personne n'est là pour nous guider. Les personnes chez Merchandise qui ont toujours été des très bons collaborateurs pour distribuer le livre, l'imprimer, etc. Et nous, en fait, on arrive en fournissant vraiment la matière, le fichier final, comme on dit. Eux-mêmes n'avaient pas fait de livre eux-mêmes depuis des années, voire jamais, ou alors avec des Hachette ou d'autres sociétés. Donc c'est vrai que ça a été un peu la découverte, le tâtonnement, les rétro-plannings qui approchent, les dates butoirs, les essais graphiques, enfin vraiment la découverte globale, c'est ce que j'en retiens. Donc c'est pas un livre qui est parfait, très clairement d'un point de vue conception, c'est fait un peu avec le cœur et moins avec l'expérience, mais néanmoins c'était une belle rétrospective en termes d'images et en termes d'informations et de dates, assez exhaustive depuis l'ouverture. J'en garde un souvenir assez spécial, mais pour toutes ces raisons qui fait que c'était le tout premier projet pour moi de ce type.
Après, forcément, t'as aussi un regard un peu différent parce que les années sont passées. Maintenant, t'as plus d'expérience aussi sur l'édition et la conception des livres. Mais du côté des fans, ça reste un livre qui est quand même assez incontournable et qui est toujours aussi apprécié aujourd'hui. Bah c'est gentil. Non, je pense que c'est ce que je lis, c'est ce qu'on me dit, hein, mais parce que je pense que ça a été fait, encore une fois, moins avec l'expérience qu'avec la passion. Et quand la passion est là et que, on va dire, l'envie est là et que même si, voilà, en termes d'édition, et encore, il a quand même été réfléchi, hein, même en termes de graphique, on se dit chaque chapitre est un peu, il se ressemble pas graphiquement, mais en fait c'est normal parce que chaque chapitre, c'est l'évolution graphique des plans du parc au fur et à mesure des 20 ans. Donc en fait, c'est normal que 95 c'est très bleu et gris, Space Mountain, 92 c'est très flashy avec les couleurs de 92. Et après, on arrive vers le 20e, et là, on est plus dans le style de la brochure de l'époque, beaucoup plus travaillé avec Photoshop, etc. Mais c'est juste que oui, aujourd'hui, peut-être qu'on le fera un tout petit peu différemment sur la forme. Par contre, voilà, dans le fond, comme tu dis, écoute, je pense qu'il a rempli sa mission et qu'il a plu et qu'il continuera à plaire, je pense, j'espère. Puis ça témoigne d'une époque aussi. Exactement. Et toi, Jérémy, quel regard tu portes sur tout ça? Comme disait Mathias, c'est un peu une première. Alors, je nuancerai juste un peu, c'était pas tout à fait mon premier projet officiel pour Disneyland Paris. Pour le 15e anniversaire, j'avais eu le plaisir et l'honneur d'être sollicité pour écrire le livret du double album de musique qui était produit pour le 15e anniversaire. Donc ça s'était passé avec Vassili Sirli, qui était le producteur de ce double album. Donc j'avais eu une petite expérience déjà avec Disneyland Paris. Mais vraiment, un gros projet comme ça, c'était en effet une première, très intéressante, passionnante. Et comme le dit Mathias, la particularité de notre démarche, c'est à la fois on a voulu faire quelque chose, il y a une démarche d'historien, mais il y a une démarche de vrai passionné. C'est-à-dire qu'on a essayé de faire avec le cœur le livre dont on avait envie. Et c'est d'ailleurs, ça change pas. Chacun de nos projets, c'est vraiment ça. On réfléchit avec le cœur en tant que fan, et puis après, on voit la faisabilité. Mais voilà, c'est une démarche d'amoureux de Disneyland Paris à chaque fois. Et l'événement que je retiendrai de cette expérience sur le livre du 20e, c'est la réouverture des archives. Parce que Disneyland Paris avait des archives à son ouverture, il y avait un archiviste, et puis quand il est parti à la retraite, les archives ont été précieusement conservées, certes, mais il n'y avait plus de personnes responsables, et elles étaient un petit peu en dormance. Et pour essayer d'avoir la documentation la plus précise et authentique possible, eh bien, Mathias a eu la bonne idée et la gentillesse de réouvrir les archives et de m'y donner accès pour que je puisse m'y plonger. Ah bah, t'as réalisé le rêve de tous les fans Disney, je pense. Exactement. C'est de se dire que depuis la création et même depuis avant la création, puisqu'il y avait des documents d'avant l'ouverture, il y avait tout, des objets collector du début. Je pense notamment au premier poster, celui où figure déjà le Discovery Mountain et les attractions de la petite sirène et de la Belle et la Bête qui n'ont jamais vu le jour à Fantasyland. Il y avait une carte comme ça dédicacée par son dessinateur. Voilà, il y avait des objets extrêmement émouvants et je me suis senti avoir découvert le Saint Graal, quoi. J'ai passé du temps. Il y avait mon épouse qui m'a retrouvé juste après. Il dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es pas comme tu es pas comme avant. Non, je pense que j'ai été tout comme le papa d'Indiana Jones dans Indiana Jones 3. Qu'est-ce que tu en retires? L'illumination. Et du coup, ça me donne envie de poser une question sur laquelle je prends un peu d'avance, mais toutes les archives qui servent pour les livres de Disneyland Paris sont à Disneyland Paris, ou est-ce que vous travaillez aussi avec les archives américaines? Pour les livres, hein, c'est principalement des archives photos. On a des archives de photos et des archives, une banque de données d'images, de concepts, tout ce qui est dessin. Donc ça, en fait, ça dépend des photos. On a une photothèque qui gère des images d'archives classées, datées depuis très longtemps. Certaines, on a ressorti pour les livres, hein, c'est-à-dire que certaines sont classées en diapositives, non numérisées, non scannées, et avec un peu de recherche, quand on veut aller au-delà de ce qui existe numériquement, on en a dépoussiéré quelques-unes, et puis maintenant elles sont numérisées, elles existent. Ça, c'est du côté Disneyland Paris. Après, beaucoup de photos, beaucoup de concepts sont bien sûr stockés et précieusement archivés par Walt Disney Imagineering. Alors, ça, c'est l'évolution, on va dire, en 10 ans, mais je me souviens que pour le premier livre, je me suis rendu, c'était pas que pour ça, mais je me suis rendu à Walt Disney Imagineering, à Glendale, pour, en fait, consulter la database directement sur place,
faire ma sélection. C'est la caverne d'Alibaba, hein, comme dit comme dit Jérémy. Voilà. Et en plus, on m'amène dans des lieux de stockage où on te sort les concepts archivés d'origine, le concept de Disneyland rétro-éclairé avec la lumière noire, etc., qui sont précieusement gardés. On te les montre. Bon, voilà, c'est juste pour te le montrer, mais voilà, on les choisit dans la database. Maintenant, 10 ans après, heureusement, la technologie aidant, j'ai accès à cette base pour le travail directement sur ordinateur. Ces photos-là sont archivées. Après, que disait Jérémy, enfin nos archives Disneyland Paris, il y a aussi des objets, c'est-à-dire qu'il y a des objets qui sont, alors des fois on prend en photo pour des articles sur internet, pour des expos, des choses comme ça, mais on a des bottes du chantier de 92 avec la boue séchée sur la semelle, on a des vieux casques pour les équipes de presse avec les vieux name tags, on a bien sûr beaucoup de merchandise, de goodies liés aux ouvertures des premières attractions. Donc je parle, voilà, Chérie Rétrécie Public, Space Mountain, des choses comme ça. On a des vieux menus de restaurants qui n'existent plus. On a des choses comme ça. Toute la documentation, il n'y avait pas beaucoup d'emails, beaucoup de fax, donc c'est énormément de paperasse. Voilà, c'est plus archivé comme à l'époque, donc c'est de la découverte, faut beaucoup chercher, faut beaucoup trier, mais c'est toujours sympa. La caverne aux merveilles. Ouais. Je me demandais aussi, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais quel est exactement le rôle de chacun dans la création d'un livre? Comment ça se passe concrètement? Alors, c'est une très bonne question parce que c'est vrai que sur les livres en général, c'est souvent marqué Jérémy et Mathias. Après, dans les crédits, c'est un peu plus détaillé, mais donc en général, on a une demande qui vient soit de nous, soit de Merchandise de réaliser un livre, que ce soit un livre anniversaire ou un livre lié à une attraction, un ouvrage un peu collector, par exemple pour les Journées du Patrimoine ou pour la fermeture de Rock'n'Roller Coaster, quand on a fait un magazine collector sur l'histoire de l'attraction. Donc là, ça dépend en fait. Quelqu'un a une demande initiale. Et puis du coup, en général, je prends mon téléphone, j'appelle Jérémy, et puis je lui dis, est-ce que ça te tente de travailler sur un nouveau projet? En général, il est tout à fait d'accord, on est tous les deux contents, on est tous les deux partants, et puis du coup, on commence à réfléchir vraiment ensemble sur qu'est-ce qu'on veut raconter, comment on veut le raconter, c'est quoi l'idée, puisque chaque anniversaire on va les raconter différemment, chaque attraction on va peut-être les raconter différemment. Donc on brainstorm ensemble, on réfléchit. Souvent Jérémy réfléchit de son côté, il revient aussi avec des idées. Et après plus globalement sur un projet, une fois que l'idée est posée, Jérémy, c'est le texte principal, c'est les entretiens, les interviews que je vais faciliter, que je vais valider, que je vais compléter ou corriger, mais c'est la plume. De mon côté, je vais suivre le projet dans son ensemble, je vais sélectionner les images, je vais chercher les images, je vais traiter avec l'agence ou le graphiste ou la personne qui nous fait la mise en page. Puis bien sûr, Jérémy regarde aussi les maquettes. En fait, on se parle tout le temps. Au début, on réfléchit ensemble. Il commence à faire sa documentation, à faire ses recherches. J'en fais aussi de mon côté. Il écrit ses textes. On les relit ensemble, on les corrige. Moi, je cherche des images. Je fais la mise en page avec l'agence, je fais le suivi processus technique, logistique avec des équipes merchandise, etc., etc. Et puis jusqu'à la livraison du fichier final. Donc Jérémy peut être sollicité jusqu'à la fin pour réécrire quelque chose, pour rajouter une citation. Et puis moi, des fois, ça arrive que Jérémy est pas là ou en urgence, il faut que je rajoute une légende. Et puis j'écris moi-même une légende ou je rajoute un bout de phrase. Et puis des fois, Jérémy me dit, écoute, j'ai vu cette photo, est-ce que tu pourrais la trouver, elle est super. Et du coup, je la rajoute dans le livre. Donc c'est vraiment voilà, chacun a un peu son rôle, mais on est vraiment main dans la main quand même de A à Z. C'est un vrai travail de concert, ouais. Et au niveau de la traduction, du coup, c'est aussi l'un de vous deux qui s'en charge? Alors non, enfin c'est pas qu'on pourrait pas le faire, mais c'est vrai que ça serait pas forcément du niveau, en tout cas pour ma part, hein, je suis pas bilingue absolu, et puis c'est pas que la qualité de la langue, c'est un vrai travail, hein, la traduction sur des projets éditoriaux comme ça. Donc souvent c'est soit fait par des gens de Walt Disney Imagineering, parce qu'il y a quand même des nomenclatures à respecter, des façons de parler qui sont spécifiques quand ça parle vraiment d'imagineering. Sinon, c'est des traducteurs professionnels, soit en interne, soit en externe, mais des fois, c'est déjà arrivé que ce soit d'anciens cast members qui sont à la retraite ou qui sortent de leur retraite parce que c'est un projet qu'ils adorent et qui viennent nous aider là-dessus. Ok. Combien est-ce qu'il y a de personnes, du coup, derrière la création d'un livre? Alors, si vous regardez la page des crédits, vous pourrez voir quand même les personnes qui ont contribué vraiment de façon assez majeure. Il y a des remerciements. Ça peut être une aide vraiment logistique, ou aussi un soutien moral, ou je sais pas, chacun remercie qui l'on veut. On a les équipes merchandise où là on a un référent sur le livre The Art of Disneyland Paris par exemple, on a travaillé avec Régis Salard qui est ancien ambassadeur Disneyland Paris, donc grand passionné également, qui gère aujourd'hui toute la partie collectibles, donc maintenant les livres
au niveau des équipes merchandise. Bien sûr, lui va référer derrière à d'autres personnes, mais c'est vrai qu'en direct, on va travailler avec lui, avec son imprimeur, moi, Jérémy, évidemment, le traducteur, et après, on va dire nos contacts clés pour les relectures ou validations. Et puis, bien sûr, moi, j'ai besoin d'images à Walt Disney Imagineering. Je vais contacter l'archiviste de Walt Disney Imagineering. C'est assez ponctuel, mais c'est quand même des gens qui participent. Et après, forcément, à un moment ou à un autre, on touche vers une personne du service juridique qui va faire des validations légales. On va toucher à une personne pour des relectures. S'il y a des personnes interviewées, on leur renvoie aussi pour qu'elles nous valident. Est-ce que ça correspond à ce qu'ils pensent, à ce qu'ils veulent dire, etc. L'agence qui nous fait la mise en page, évidemment, je les oublie pas. Gros travail. Donc oui, je dirais un pool de 4 personnes à temps plein, 4-5 personnes, et puis qui gravitent autour peut-être une petite dizaine. Oui, ça fait une belle équipe. Voilà, même quand je dis une dizaine, peut-être qu'à un moment ou à un autre, il y a peut-être 20 personnes qui ont mis leurs doigts sur le livre. Ouais, et puis j'imagine que ça dépend aussi du livre en question. Peut-être qu'un livre attraction nécessite peut-être moins de personnes qu'un livre anniversaire qui va être plus fourni. Tout à fait. Ouais. On va en parler tout à l'heure, mais c'est vrai qu'un projet comme Disneyland Paris de A à Z, qui était le livre du 25e, est beaucoup plus complexe puisque ça traite de beaucoup plus de sujets qu'un livre sur Phantom Manor qui ne touche qu'à Phantom Manor, par exemple. Et dans les questions très classico-classiques, mais je pense qu'il intéresse quand même un peu tout le monde, combien ça prend de temps d'écrire ce genre de livre ? Encore une fois, ça dépend du scope du livre. Un livre anniversaire, un an avant, on commence à y réfléchir parce que voilà, ça sort pas comme ça. On monte des business cases. C'est pas automatique. C'est pas ok, on en fait, c'est parti. T'as le budget. Non, c'est voilà, le dernier a marché comment ? Est-ce qu'on va pouvoir le vendre après l'anniversaire ? C'est le but aussi. C'est est-ce que ça peut tenir après ou est-ce que c'est que pendant une période limitée ? À quel prix ? Combien il nous en faut ? Qu'est-ce qu'on va mettre dedans ? On réfléchit au concept. Comme je l'ai dit, on réfléchit avec Jérémy. Comment on va pouvoir faire quelque chose de différent ? Ça prend des semaines, ça se nourrit. Et je pense que le gros du travail se fait sur une période d'environ 6 mois avant de partir en impression. Et toi, du coup, Jérémy, en termes de rédaction, tu dirais que ça te prend combien de temps sur le projet ? Je dirais comme Mathias, 6 mois. Encore une fois, tout dépend du livre. Le livre du 25e anniversaire, il a pris énormément de temps parce qu'il y avait une quantité énorme d'entretiens à organiser, à mettre en place, à réaliser, à transcrire et in fine à valider. Alors qu'un livre attraction, ça va un petit peu plus vite. On peut tabler sur 3 mois à peu près pour un livre attraction et puis 6 mois pour un livre anniversaire. Ce livre des 25 ans, est-ce que c'est ce livre qui a pris le plus de temps à réaliser ? Absolument. Parce que c'est un livre qu'on a voulu en fait différent du premier. C'est vrai qu'au tout début, quand on réfléchit, on se dit est-ce qu'on fait 20 ans de rêve et on rajoute 5 ans ? Enfin, on rajoute quelques expériences avec des dates clés, mais finalement, c'est un peu un livre du 20e qui est juste avec 30, 40 pages de plus. Bon, est-ce que c'est vraiment ça que les gens veulent ? Parce qu'il faut aussi qu'on pense d'un point de vue comment toucher la nouvelle génération de fans, de nouvelles personnes, des collectionneurs qui vont de toute façon tous les prendre, mais comment toucher aussi des gens qui ont déjà le dernier, qui sont pas forcément fans. Mais on me dit souvent, moi, voilà, je suis avec ma fille et tout, je suis pas un passionné, je suis pas un fan, mais on a feuilleté, il y avait des belles photos, ça avait l'air intéressant, hop, on l'a pris. Donc ça touche pas que les fans en fait, ça touche beaucoup de guests différents. Et notre but, c'est de se dire, ok, comment on va se renouveler ? Donc le deuxième livre, on est parti sur quelque chose d'un peu plus encyclopédique, et c'est 3 concepts en un. C'est à la fois encyclopédique, c'est Disneyland Paris de A à Z. Alors pas forcément avec tous les mots, mais voilà, c'était l'idée. Après, il y avait l'idée d'avoir quand même quelque chose d'historique, un peu dans tout ça. Et la troisième idée, c'était le côté One Day at Disney, qui était un des livres que j'avais, qui m'avait marqué quand j'étais plus jeune aussi. Et j'aimais beaucoup cette idée-là de montrer en fait qu'est-ce qui se passe sur 24 heures à Disneyland Paris. Et donc il y a un fil rouge dans le livre, en fait, après chaque lettre, puisqu'on a 26 lettres, on a 24 heures, donc ça collait à peu près d'avoir 1 heure après chaque chapitre où on montrait ce qui se passait à Disneyland Paris à minuit, 1 heure, 4 heures, 15 heures, etc. Donc ça s'inspirait du livre One Day at Disney. Donc c'était un peu un multi-concept en un. Et là, il a fallu vraiment qu'on a fait nos propres photos. Parce que, par exemple, si on prend The Art of Disneyland Paris, c'est vraiment la célébration de l'art qui existe, des concept art qui ont été faits. Donc, beaucoup de travail de recherche, beaucoup de travail de clearance, de validation. Mais la base existe. Pour le livre Disneyland Paris de A à Z, on est allé faire plein de photos parce que tout notre fil rouge de 24 heures à Disney, il y avait plein de photos qui n'existaient pas dans nos archives, qui collaient pas avec nos besoins. Donc, on est allé faire des photos nous-mêmes. On est allé faire beaucoup d'interviews, de témoignages de différents métiers
plus rares les uns que les autres, etc. Donc c'était, comme dit Jérémy, ça explique que ce soit plus long, plus compliqué à sortir, mais tout aussi intéressant à faire. Ça permet aussi de nous renouveler. Puis il y avait une vraie volonté aussi dans ce livre, enfin en tout cas d'un point de vue extérieur, de mettre en avant les cast members aussi finalement. Plus mettre en avant plus les cast members que dans le premier livre. Les livres attractions, on parle beaucoup des attractions. Bien entendu, on mentionne toujours les cast members, ils font partie de l'histoire, ils font partie du spectacle. Mais c'est vrai que Disneyland Paris de A à Z, déjà on a des chapitres dédiés aux cast members, on a des chapitres dédiés à plein d'activités ou plein d'aspects du resort que les gens connaissent moins. Et puis dans le fil rouge, 24 heures à Disneyland Paris, forcément là c'est complètement la mise en avant des cast members. Oui, c'était une volonté, mais c'était aussi le fait que beaucoup de cast members ont 20, 25 ans, voire 30 ans de carrière, et beaucoup avaient des souvenirs à raconter. Donc on voulait aussi avoir ce côté historique à travers ces souvenirs-là. Et puis on voulait un livre qui puisse perdurer au-delà du 25e. Donc il y a eu un fourreau qui était brandé 25e. Et puis en fait, l'idée c'était de se dire, le fourreau collector peut après en fait ne plus être avec le livre. On a le livre sans le fourreau qui s'appelle juste Disneyland Paris de A à Z. Et c'est un livre qui est encore en vente sur le resort. C'était un livre qui avait un scope, une ampleur sans précédent, puisqu'on parlait tout à la fois, comme on l'a dit, des cast members, des attractions, des événements, mais également de Val d'Europe, mais également de la responsabilité d'entreprise, du mécénat. On a essayé vraiment, à travers cet alphabet, de traiter toute la richesse et la diversité des activités de Disneyland Paris. Et c'est ça qui en a fait un projet vraiment unique et passionnant. On a mobilisé, on a interrogé tous les départements impliqués, de l'horticulture au spectacle, tous les départements qui font vivre la destination, mais au sens très large. Donc ça, c'était vraiment passionnant. Ça a demandé donc énormément d'entretiens à organiser. Les entretiens se sont déroulés sur une période qui va représenter entre 1 et 2 mois. Mais il y a, vu que faisait 24 heures à Disneyland Paris, il y avait des cast members qui travaillaient de nuit. Donc, on a organisé une série d'entretiens comme un marathon. Mathias a calé une série d'entretiens sur 48 heures pour les métiers qui sont plus difficiles à atteindre en termes d'emploi du temps. On n'a quasiment pas dormi. C'est vrai qu'on a fait le tour des hôtels, le tour des parcs. On est allé voir la maintenance des trains, les métiers où les gens travaillent de nuit ou tôt le matin aussi. Et puis, voilà, on a fait ça. C'était un beau souvenir, ouais. Et ça a été un marathon absolument fantastique. En tant qu'écrivain, qu'auteur, je pense que ça devait être vraiment enrichissant de plonger dans le quotidien de ces personnes aussi pour le retranscrire au mieux. Absolument. Le concept qui nous a inspiré pour ce Disneyland Paris de A à Z, c'est le concept du dictionnaire amoureux. Donc, ça a été vraiment l'idée de deux amoureux de Disneyland Paris qui vont rendre un hommage à la beauté de cette destination. C'est une déclaration d'amour à Disneyland Paris, je dirais. Waouh, c'est beau. Un nouveau type de concept unique, c'est aussi la série des livres attractions qui est sortie assez récemment. J'aurais aimé en savoir plus sur comment vous est venue l'idée de cette série. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2015, déjà, il y a eu le livre du 20e anniversaire, donc, qui a très bien marché. Donc, on a vu qu'il y avait quand même une appétence, même si nous, on s'en doutait, mais c'est vrai qu'il faut aussi montrer que ça peut marcher, que c'est des livres qui peuvent toucher leur public. Et en 2015, pour les 20 ans de Space Mountain, on a sorti un petit peu en urgence, mais on l'a quand même sorti, et c'était assez, je crois que c'est le livret qui nous a demandé le moins de temps, puisque je pense que en un mois, de l'idée à l'impression, je crois qu'il y a eu moins d'un mois, ça a été chaud, mais on y est arrivé. On a sorti un livret collector sur Space Mountain. Alors qu'il n'est pas, vous pourrez peut-être le trouver sur eBay, mais il n'était pas vendu, hein. C'était un livret qui a été distribué lors d'une soirée anniversaire de l'attraction aux membres de l'Euro Disney Club. Donc c'est le club des anciens actionnaires d'Euro Disney. On avait aussi beaucoup de fans invités ce soir-là. Enfin, on avait sorti ce livret à 500 ou 700 exemplaires et on l'avait distribué. Donc c'était vraiment un cadeau. Et on racontait dedans sur 36-40 pages l'histoire de l'attraction avec beaucoup de concept art, etc., etc., etc. On a sorti ce livret et après, en fait, donc 2 ans après, donc on a vu que ça avait eu du succès. Nous, on s'était fait plaisir à le faire aussi. Les gens avaient aimé. Ils ont resté un peu en stock. Je m'étais dit, ça pourrait être bien de le mettre en vente dans le parc. Sauf que bon, là c'était un objet promotionnel. Donc un objet promotionnel, ça se réfléchit pas pareil. C'est pas les mêmes normes de fabrication qu'un livre. En plus, c'était un livret. Il y avait une pochette qui s'ouvrait avec un petit bouton magnétique. Enfin, c'est pas facilement emballable et on peut pas le mettre comme ça en vente dans la boutique. Donc on s'est dit bon tant pis. Essayons un jour ou l'autre de repartir de zéro quoi. Mais gardons l'idée.
Et en 2017, donc Pirates of the Caribbean a eu sa grande réhabilitation à Disneyland Paris. C'était aussi les 50 ans de l'attraction aux États-Unis. Et on a reproposé, je saurais plus dire comment, à quel moment il y a eu le flash, mais on a proposé cette idée. On allait voir Merchandise et on leur a dit, est-ce qu'on pourrait sortir un livre, mais cette fois dédié à une attraction. On s'est pas tout de suite dit, ce sera une série. Bien sûr, on en rêvait, mais c'était vraiment un one-shot. Et puis, on va voir ce que ça donne. On essaie déjà de tenir un livre entier sur une attraction. Est-ce qu'il y a assez à dire? Est-ce qu'on a trouvé des images? Est-ce que des images, voilà, que les gens n'ont pas vues? En plus, les gens s'imaginent qu'on a des tas et des tas d'images inédites dans nos tiroirs, mais c'est pas toujours le cas. Il y a beaucoup qui sont déjà sortis. On a réussi à sortir ce livre sur Pirates des Caraïbes. On a travaillé avec une agence qui nous a fait un super boulot d'un point de vue graphique, qui nous a un peu donné le ton pour les livres à venir, en fait. Il y a une histoire tellement forte dans ces livres qu'on va les mettre en scène eux-mêmes. Ils racontent une histoire. Donc le livre Pirates of the Caribbean, c'est un peu le livre un peu vieillot, comme un journal, un vieux journal perdu d'un pirate. Le papier est corné, enfin il est faussement vieilli. Il y a comme ça un peu du storytelling aussi. Le graphiste s'est quand même fait plaisir, a pu faire les croquis qu'il y a dedans, c'est lui qui les a fait. Enfin, c'est vraiment au-delà de juste mettre des photos, on a créé une ambiance. Et le livre a vraiment bien fonctionné, très bien fonctionné, je dois dire. Et du coup, l'année d'après, il y a eu Phantom Manor avec sa grande réhabilitation. L'attraction a fermé près de 2 ans, je crois. Et on s'est dit, pour l'ouverture aussi, pour soutenir cette réouverture, c'est peut-être le moment aussi de raconter quelque chose. Et puis après, en 2021, il y a eu, alors ça devait être 2020 au départ, mais il y a eu le Covid et compagnie, sur l'anniversaire, les 25 ans de Space Mountain. Qui reprenait un peu l'idée initiale que vous aviez finalement. Exactement. Alors au début, très honnêtement, je vais être hyper honnête, on s'est dit, on va reprendre le contenu, on va le remettre un peu en page, puisque comme c'était quelque chose qui n'avait pas été vendu et qui était un peu distribué de façon un peu confidentielle il y a 5-6 ans, on s'était dit, on va reprendre la matière. Et au final, avec Star Wars Hyperspace Mountain qui avait ouvert depuis, avec les entretiens complémentaires qu'avait fait Jérémy, avec les nouvelles images que j'ai trouvées, et en fait, au final, je crois que 80% du livre est différent. On retrouve 20% peut-être du contenu d'origine, mis en page différemment, et puis on retrouve quand même beaucoup de nouveautés. Donc c'est un livre qui, même si vous avez les deux, ça vaut le coup d'avoir les deux. Comment est née l'idée du livre des 30 ans? Alors là, pour le coup, les équipes Merchandise sont venues nous voir, nous ont dit, on veut un livre pour les 30 ans, puisque celui du 25e marchait très bien, celui du 20e avait très bien marché, les livres attractions marchaient très bien, et nous, on voulait le faire aussi. Donc dans ces cas-là, le processus classique, c'est déjà de valider l'idée avec nos leaders, avec les services financiers, trouver les budgets, inscrire ce projet dans notre liste de tâches et d'actions pour les années à venir. Et puis après, on s'appelle avec Jérémy. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? Page blanche. Et du coup, voilà, on a eu pas mal d'idées, mais le challenge principal, c'était de se dire comment on va faire pour se renouveler. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on repart sur quelque chose de chronologique? Parce que là, maintenant, on a 10 ans qui se sont écoulés, il y a peut-être plus de choses. Est-ce qu'on part sur une boîte, sur un livret qui est plutôt un ouvrage avec une box, avec des répliques de props, puisque dans le livre du 25e, on avait fait une reproduction du billet de pré-ouverture du parc, qui était un objet un peu collector. On l'avait reproduit à l'identique, on avait mis dans le livre, donc on avait un petit peu commencé à tâter le terrain. Donc on s'est dit, est-ce qu'on fait une espèce de box avec plein de collecteurs reproduits, etc., etc. Ça faisait partie des idées. Après, il y a aussi la faisabilité, le temps qu'on a. Est-ce que c'est facile à mettre en vente après en boutique? Est-ce que ça va toucher vraiment une population de super fans, mais pas tellement le grand public, alors qu'on veut quand même toucher aussi des gens qui vont apprendre des choses sur Disneyland Paris, mais pas forcément des super fans. On se pose toutes ces questions, et puis voilà, après on est arrivé sur cette idée de se dire, nous on aime tous, on adore l'art de nos artistes, que ce soit les imagineurs, les équipes spectacles, et ces portfolios-là, en fait, on les adore. Moi, je les ai collectionnés aussi toute ma jeunesse, on en voit partout sur Internet, et on s'est dit, voilà, il y a eu un livre qui s'appelait donc Disneyland Paris de l'esquisse à la création, qui était sorti 20 ans plus tôt, qui n'est plus en vente, qui couvrait que le premier parc. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire peut-être pour remettre ça à la sauce Disneyland Paris de 2022? Il y a eu des livres aux États-Unis qui s'appelaient The Art of Disneyland et The Art of Walt Disney World, qui prenaient aussi un peu ce concept-là. Chaque image raconte une histoire, et on va raconter des anecdotes, et on va raconter l'histoire du parc à travers ces images. Chaque concept raconte une anecdote, souvent venant de la bouche même de son dessinateur, que Jérémy a interviewé. Donc je pense qu'on a trouvé un bon équilibre entre histoire, mais surtout portfolio d'artistes qui montre bien l'évolution de la destination.
En termes de conception de livre, comment est-ce que ça s'est passé? Vous avez trouvé toutes les images que vous vouliez mettre dans le livre et ensuite vous avez fait les différents entretiens pour pouvoir accompagner les images? Comme tu l'as dit, il y a déjà l'histoire qu'on voulait raconter au départ. On voulait vraiment présenter l'art qui se cache derrière Disneyland Paris, non seulement dans les parcs, mais aller aussi un petit peu plus loin quelque part que les autres Art of Disneyland Paris et Walt Disney World qui avaient été faits, qui se concentrent vraiment sur sur les parcs, de proposer d'aller un petit peu plus loin, un peu suite à ce qu'on avait fait sur le 25e anniversaire, c'est-à-dire pas seulement les parcs, mais aller du côté de Disney Village, du côté de Val d'Europe et du côté des spectacles. Donc élargir un petit peu le concept du Art of, de parc, à d'autres éléments, et tout ça autour d'une histoire. J'ai commencé par m'écrire toutes les introductions d'une seule, quitte à les changer plus tard, mais pour savoir un petit peu ce que j'avais envie de dire sur chaque partie, le parc Disneyland, le parc Walt Disney Studios, le Disney Village, Val d'Europe, etc. Et ensuite, à la fois notre imagination a vagabondé et en même temps, on a renforcé les idées qu'on avait du type de concept art qu'on voulait trouver dans ce livre. Et c'est comme ça que l'histoire a nourri la recherche. De la recherche sont arrivés de nouveaux concepts. Et ces concepts nous ont invités à de nouvelles recherches, de nouveaux entretiens avec les Imagineers. Et en fait, c'est une sorte de cercle vertueux qui arrête pas de se nourrir et de nourrir notre imagination et notre envie. Et c'est comme ça que progressivement, le livre s'est construit. À la base, on a plus d'images que d'espace disponible dans le livre. Donc, on fait une sélection large de tous les concepts qui nous intéressent. Est-ce que c'est inédit? Est-ce que c'est un classique qu'on veut absolument dans le livre? Est-ce que c'est pas un classique? Ça reste intéressant, c'est un petit détail, donc c'est pas une très très belle œuvre, mais c'est quelque chose que n'ont jamais vu les fans, etc. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter derrière? Donc en fait, c'est vrai qu'il faut faire un tri, il faut faire un choix. Donc il y a des images que les gens vont peut-être se dire, ah ben moi il y a celle-là que je retrouve pas dans le livre. D'autres, les gens vont se dire, ah, celle-là on l'a déjà vue partout. Oui, parce que pour nous, voilà, il y a des images qu'on a vues certes, mais que en fait on ne peut pas ne pas les mettre parce que quelqu'un qui ouvre ce livre pour la première fois, en fait, si elle n'y était pas, voilà, il y a des premiers concepts de Herb Ryman ou autres. C'est les premières ébauches de la destination, on est obligé de les avoir. Donc il faut jongler entre l'inédit, l'intéressant, le déjà vu mais essentiel, et puis trouver la bonne histoire, trouver les bonnes anecdotes. Et puis comme vous le disiez tout à l'heure, tous les deux, de toute façon, ce livre est autant destiné aux ultra fans qu'au grand public, qui va vouloir un souvenir des 30 ans de Disneyland. C'est ça. Tout le monde n'a pas le même niveau de connaissance, tout le monde ne surfe pas sur les blogs fans où il y a plein d'art d'imagineering partout. C'est un beau livre où je pense qu'en le feuilletant, il y a un best-of avec quand même quelques pépites, quelques inédits, mais qui permet d'avoir, voilà, en main un livre à jour, 200 pages, un peu plus de 300 images, qui représente, voilà, Disneyland Paris, 30 ans de Disneyland Paris. Depuis les premières esquisses jusqu'à demain, on a réussi à glisser in extremis, par exemple, le nouveau concept du Disney Village, alors qu'on a annoncé il y a 2 mois sur Internet, mais le livre il est en impression depuis 3 mois ou 2 mois et demi, donc ça a été tout juste pour pouvoir les intégrer. On a essayé d'être le plus à jour possible, en tout cas. Comme le disait Mathias, il y a des concepts qui sont très très connus. Je pense par exemple à tout ce qu'a fait Tim Delaney sur Discoveryland. Tout le monde connaît l'essentiel de ce qu'il a fait, mais quand vous discutez directement avec lui, qui vous dit j'ai mis plutôt telle couleur parce que ça fait référence à telle chose, ou j'ai fait appel à tel design parce que ça m'a rappelé tel restaurant où j'étais allé, ou ça me rappelle telle photo d'une telle exposition universelle dont j'ai vu des photos et sur laquelle je me suis documenté. D'un seul coup, ce concept que tout le monde connaît, il prend une dimension parce qu'il y a celui qui l'a fait qui vient vous le raconter. Et donc moi, je suis un petit peu l'intermédiaire entre l'imaginaire et le public. Et mon travail, c'est de trouver le ton juste pour apporter ce point de vue particulier du créateur et en même temps le rendre accessible à des gens qui sont curieux mais non spécialistes et suffisamment intéressant pour que les spécialistes soient intéressés par ce point de vue original. Je suis un peu au carrefour de toutes ces choses-là et il faut trouver le ton et les éléments qui vont pouvoir parler au maximum de personnes. Pour toi aussi, Mathias, c'était l'un des plus gros challenges de ce livre? Oui, j'allais dire c'est le challenge un peu de chaque livre, mais celui-là aussi, c'était comment se renouveler, comment raconter une nouvelle histoire en restant dans la célébration, mais de créer un livre qui va, comme pour le livre du 25e,
pouvoir perdurer dans le temps, pas devenir obsolète trop rapidement, faire un livre qui plaise à la fois, donc tu vois, il n'y a pas qu'un challenge, il y en a plusieurs, mais faire un livre qui plaise à un public de fins connaisseurs, comme à un public de presque un visiteur d'un jour qui aime l'art ou qui aime les belles histoires et qui est tenté par ce livre et qui y trouvera son compte. Donc ce qu'on raconte dedans ne doit pas être non plus trop technique ou trop, j'ai envie de dire, private joke, des petits secrets, mais un peu des clins d'œil, mais que personne ne comprendrait à part quelques fans. C'est ce challenge-là de rester quand même assez ouvert, différent, et puis surtout de faire un livre qui va au final plaire. C'est toujours un peu la fébrilité quand un livre va sortir, d'avoir les premiers retours, parce que nous on est les premiers. On essaie de faire un livre qui nous plaît, qui répond aux objectifs des équipes merchandise, mais au final, il faut contenter les équipes spectacle et Imagineering qui nous ouvrent leurs archives aussi. Donc il faut être dans ce qu'on écrit, dans les images qu'on met, dans les images qu'on choisit, il faut être cohérent, il faut savoir persuader. Il y a quand même dans le livre pas mal de concept art, d'attractions jamais réalisées. C'est quelque chose qui se fait assez rarement. Il y en a eu, mais pour Disneyland Paris, on a réussi à en mettre plus que d'habitude dans ce livre. Et pourquoi ? Parce qu'il y a aussi cette relation où on explique les choses, on explique comment le projet du deuxième parc a évolué entre 94 et 2002. On explique pourquoi certaines attractions ont évolué, ne sont plus faites comme ça, mais peut-être ont été mises dans un autre parc, ou peut-être qu'elles ont été faites à Disneyland Paris plus tard, ou peut-être qu'elles ont été faites à Disneyland Paris mais ailleurs. Donc on essaie vraiment on est dans cette démarche d'être vraiment de raconter cette histoire et la meilleure façon possible. Et voilà. Donc on a hâte d'avoir les retours des lecteurs parce que le livre vient de sortir, donc c'est encore un peu tôt. Mais pour l'instant, en tout cas de ce qu'on voit, les gens ont l'air contents du contenant. Après, voilà. Tu nous diras ce que tu en penses parce que je sais que tu fais souvent des critiques très détaillées des livres que tu lis. C'est vrai. Je trépigne d'impatience à l'idée de le lire. Alors c'est un sujet franchement dont on pourrait parler pendant des heures parce que moi je suis immensément fan de livres. Pour terminer cette interview, je vous propose de partager chacun un beau souvenir autour de la création du Art of Disneyland Paris. Pas un souvenir ou une anecdote en particulier, mais le fait d'avoir déjà le privilège d'avoir les artistes eux-mêmes qui te présentent leur œuvre. C'est quelque chose, moi qui suis musicien, je me dis, et si un jour Jean-Sébastien Bach avait pu, ou j'avais pu avoir une présentation, une explication de ses œuvres par Jean-Sébastien Bach. Ça tient évidemment de l'illusion, mais là c'est possible. C'est-à-dire ces grands artistes, ces grands visionnaires nous prennent par la main et nous disent, voilà ce que j'ai voulu faire, voilà ce que j'ai représenté, voilà à quel stade de la création de Disneyland Paris j'ai fait ce dessin, voilà ce que ça voulait dire. Et voilà comment on a évolué. Ça, c'est un énorme privilège, une très très grande émotion. Je retiendrai aussi tout particulièrement par rapport à Avengers Campus. Une grande partie de l'écriture s'est déroulée l'été et l'automne dernier. Évidemment, Avengers Campus n'était pas accessible, mais on a organisé une rencontre avec certains des Imagineers en charge de la création d'Avengers Campus. Depuis chez moi, j'ai eu droit à une visite virtuelle du land. C'est-à-dire que Walt Disney Imagineering possède tout un logiciel où je dirais la maquette virtuelle du land est numérisée à l'intérieur. Et donc on se balade littéralement à l'intérieur du land, on rentre dans les attractions. Et donc là encore, les Imagineers qui ont participé à sa création m'ont pris par la main. Me dit, tiens, on va visiter ensemble Avengers Campus virtuellement. Mais c'est impressionnant comme c'était réaliste. Et vraiment, j'ai eu une visite guidée privée du land. Ça a été un moment absolument magique. Donc ça, c'est quelque chose dont je me souviendrai longtemps. Et puis, le plus beau souvenir, mais on en a déjà parlé, mais je me répète, et tant pis, c'est pouvoir travailler avec Mathias. C'est pouvoir avoir deux passionnés, deux amis, qui travaillent main dans la main, qui échangent perpétuellement des idées. On est vraiment dans la proposition, dans l'écoute, dans les rires, dans l'émotion, et c'est à chaque instant de la production de chacun des livres. Et celui-ci ne fait pas exception, et ça a été vraiment un plaisir à faire de bout en bout. Des fois, on a des deadlines un peu serrés, des fois, il y a des contraintes pratiques qui sont liées au process. Bon, on s'en fiche. On y va, on fait notre maximum, on tire le meilleur, on prend le meilleur parce que on est ensemble sur ce projet et on a plaisir à être ensemble et on a conscience que c'est vraiment
quelque chose de précieux. Mathias, tu souhaites ajouter quelque chose? J'étais encore tout ému de ce témoignage de Jérémy et que je partage complètement et il le sait. Je rebondirais, oui, rapidement sur la partie que tu évoquais, Jérémy, sur le fait de parler aux artistes directement. Moi, c'est une petite anecdote, c'est amusant, mais je trouve que des fois, on en apprend même beaucoup de choses qu'on ne met pas dans les livres, parce qu'en fait, c'est vrai que de parler avec ces personnes alors qui ont réalisé tout ça il y a maintenant quasiment plus de 30 ans aussi, hein, ça dépend bien sûr de quel projet on parle, mais ils en parlent vraiment avec une candeur, et puis ils nous racontent des anecdotes, des histoires autour. On peut pas tout mettre dans les livres. Ils en parlent avec passion, et c'est pas juste des interviews de travail, loin de là. C'est vraiment derrière, quand on leur offre même un livre et tout, ils sont très émus, très heureux, très reconnaissants. Donc c'est pas du tout, ils prennent pas ça pour acquis, et c'est un plaisir du coup d'échanger avec eux. Une autre anecdote, alors le livre The Art of DLP là est vraiment sorti tout juste, donc c'est encore un tout petit peu tôt, mais une belle anecdote que moi j'ai, c'était en 2019, c'était avant le Covid, j'étais aux États-Unis pour un voyage touristique, et puis on va avec des amis, mais tous fans de Disney, on va un soir boire un verre à l'hôtel Roosevelt qui est sur Hollywood Boulevard, et puis on est au bord de la piscine, on logeait pas mais on était là, et puis on voit arriver des gens de chez Pixar, on va arriver Tom Hanks, Wow. on va arriver Brad Bird, on va arriver Tony Baxter, et là en fait on se rend compte que par pur hasard c'était l'after de la première de Toy Story 4. En fait, l'hôtel n'était pas privatisé, c'est juste qu'ils arrivaient au bord de la piscine, ils avaient un petit espace et tout. Donc en fait, ça devient cocktail mondain, mais on est là comme ça. Et puis là, il y a Tony Baxter qui arrive. On s'est déjà beaucoup parlé plusieurs fois, on a fait des choses ensemble, mais on n'est pas proches. Et il est avec une personne et qui a travaillé aussi longtemps pour les studios Disney. On va le voir, et puis on parle 2 minutes, et puis je lui rappelle juste qui je suis, je donne mon nom, et en fait il était tout excité, et il commence à raconter à son invité, donc qui travaillait aussi pour les studios Disney depuis une dizaine d'années, qu'on a fait les livres attractions, qu'il a adoré, que là il y a Phantom Manor qui le veut absolument. Il nous donne son adresse, il nous donne son email, il nous donne son numéro de téléphone, il nous dit est-ce que vous voulez visiter Star Wars Galaxy's Edge demain? On avait visité le parc la veille, on devait partir malheureusement, sinon on y serait allé, mais c'était à 2 doigts, venez chez moi, on passe la journée, ces livres sont magnifiques. C'est en tout cas Disneyland Paris qui prend le plus soin de son héritage, enfin c'est comme ça qu'il nous l'a dit, hein, avec ses livres, etc., etc. Que nous, humbles créateurs de ces ouvrages, il y a un Tony Baxter qui pendant des années a été mon idole, nous dit ça lors d'une soirée très casual comme ça, parce qu'il sait qu'on sort un nouveau livre sur Phantom Manor, par exemple. Et puis il est venu encore récemment, donc on a retravaillé sur la conférence Walt's Imagineering du 12 avril dernier, et il s'en souvenait encore. Et j'ai envie de dire, la boucle est presque bouclée, quoi. C'est le rêve se réalise. Moi-même, je fais quelque part rêver des gens comme ça qui ont créé Disneyland Paris. C'est des souvenirs exceptionnels. Et puis, donc pour moi, c'est une anecdote qui touche pas directement au livre du 30e, mais qui touche à cette aventure en fait. C'est la reconnaissance ultime. Bah, c'est vrai que c'est un peu bizarre, voilà, d'être de l'autre côté et qu'on nous dit, voilà mon email, voilà mon adresse, je te paierai. Je dis, non, mais c'est bon, on vous l'envoie. Je vous en envoie 2-3, il y a pas de problème, quoi. Donc c'est voilà. C'est vrai que c'est extraordinaire. Moi, j'ai l'habitude de dire que si je reste toujours fidèle à Disneyland Paris, c'est que derrière la magie, il y a encore de la magie. Derrière ce qu'on vit dans les parcs, il y a des gens. Et ces gens, ce n'est pas de la façade, ce n'est pas du commerce. Ce sont des gens qui ont vraiment mis tout leur talent et tout leur cœur dans Disneyland Paris, et qui sont plus que ravis que on rende quelque part hommage et on rende justice en essayant de partager au maximum tout ce qu'ils ont mis à l'intérieur du parc. Et je regardais par exemple sur Facebook après l'annonce de la sortie du Art of, et de voir des Imagineers donc de Disneyland Paris réagir autour de ce livre justement, et de mobiliser nos idoles comme ça, et de faire plaisir comme ça. Je pense que c'est une magnifique récompense, quoi. Voilà, et ça nous fait chaud. Il y a Jason Sorrell aussi qui a écrit beaucoup de livres sur Disney, ancien Imagineer, et qui du coup a chacun des nouveaux livres et qui voit passer ça et qui nous dit il m'en faut un. Pour nous qui avons grandi en lisant leurs livres, parce que les Jason Sorrell c'est les Pirates des Caraïbes, Haunted Mansion, les Disney Mountains, enfin c'est des classiques, et c'est vrai que quand eux nous disent votre bouquin a l'air génial,
c'est la plus belle récompense. Ah bah, tu peux pas rêver mieux, clairement. Mm. Bon, on va conclure ce podcast. Moi aussi, je suis un peu émue. Je voulais vous remercier déjà pour m'avoir accordé cette interview, mais aussi pour tout ce que vous faites depuis 10 ans, parce que c'est une ressource incroyable que vous nous offrez, de nous montrer les coulisses. Donc, juste pour ça, et au nom de tous les fans Disney, je pense, qui écouteront ce podcast, un immense merci à vous deux. Merci à toi. Écoute, merci à toi, et puis de nous avoir proposé cette interview. C'est vrai qu'on nous demande régulièrement est-ce qu'on peut avoir un autographe, ou est-ce qu'on peut avoir un livre, mais c'est vrai que c'est la première fois, je pense, qu'on s'ouvre autant sur la création, sur les coulisses de la création de ces livres, ce qu'il y a derrière, sur comment ça fonctionne, et voilà, on sait que tu es aussi une passionnée de lecture, de ces livres aussi, que tu les as vraiment lus, et donc on était ravis de passer ce moment avec toi et de pouvoir enfin raconter l'histoire. Eh bien, c'est ainsi que s'achève ce podcast de la pause enchantée. J'espère qu'il vous aura plu autant qu'à moi. C'est une opportunité que j'aurais jamais pensé réellement avoir, et je suis extrêmement flattée que Disneyland Paris ait accepté cette invitation. Le podcast se prépare à prendre des vacances, donc je vous retrouve la semaine prochaine pour la critique de Thor, et ensuite je serai de retour début septembre avec un tout nouvel épisode. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube Pixitubeuse. Je le dis pas souvent, donc j'en profite pour me faire un peu de pub. Et si vous regardez ce podcast sur Apple Podcast, n'hésitez pas à le noter, ça fait toujours extrêmement plaisir et ça m'aide à développer la pause enchantée. Je vous souhaite de très bonnes vacances et je vous dis à très bientôt. Salut!